Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chapitre 6 d'histoire, la mise en œuvre du projet républicain, et nous allons commencer par terminer notre première grande partie sur l'enracinement de la République entre 1870 et 1885. Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt. Ainsi, la République va mettre en place des funérailles nationales qui vont permettre, il espère en tout cas, de réaffirmer l'unité de la nation. Pour traiter ce sujet, je vous avais demandé de réaliser un texte. Voici une proposition de correction. À l'occasion d'un voyage d'études architecturales à Paris, j'ai eu l'occasion d'assister aux funérailles d'un personnage illustre pour les Français, le grand poète et romancier Victor Hugo. Le gouvernement républicain lui a rendu hommage par des funérailles nationales et le peuple français s'est pressé pour y assister. Le soir du samedi 30 mai, le cercueil de Victor Hugo a été placé dans un immense sarcophage, richement décoré, sous l'arc de triomphe, et les Champs-Élysées ont été fermés à la circulation pour l'occasion. Les drapeaux tricolores flottaient au vent et la foule se pressait pour se recueillir devant le cercueil, dans une ambiance de fête. Le lundi 1er juin, aux alentours de midi, le corbillard noir, seulement orné de couronnes de fleurs blanches mais accompagné de la garde républicaine, est parti et a remonté l'ensemble des Champs-Élysées, noir de monde, puis a traversé une partie de la ville jusqu'à l'église de la Madeleine, devenue le Panthéon, à l'occasion de ses funérailles. Des centaines de milliers de Françaises et de Français s'étaient déplacés pour l'occasion, tenant des fleurs, des bannières, des drapeaux. Victor Hugo était très célèbre en France, notamment grâce à ses œuvres, comme Les Misérables ou La Légende des siècles, ou parce qu'il avait défendu les valeurs républicaines durant le Second Empire. Il a même écrit des poèmes rendant hommage au régime républicain, et je suppose que comme la Troisième République est en train d'essayer de faire adhérer le peuple à ses valeurs, tout en voulant éviter les révoltes, le gouvernement utilise la sympathie et la renommée du poète pour attirer le peuple à lui. Cependant, ces valeurs républicaines dont on parle depuis le début ne sont pas appliquées de manière égale pour tous. Nous allons voir dans un dernier point de ce grand 1 que les Français sont inégaux devant la République. En effet, cette inégalité ne s'effectue plus entre riches et pauvres, comme c'était le cas auparavant, notamment avec l'impôt du sens, mais principalement entre les hommes et les femmes. Dans ce texte, Pierre-Joseph Proudhon nous explique qu'une femme socialiste s'est sérieusement opposée à la candidature de l'Assemblée nationale, et selon lui, c'est un fait particulièrement grave. Il termine son texte en disant que le ménage et la famille, voilà le sanctuaire de la femme. Ici, nous comprenons alors que le 12 avril 1849, date de parution de cet article, Pierre-Joseph Proudhon et bien évidemment d'autres personnalités, d'autres intellectuels ne sont pas prêts à voir une égalité entre les hommes et les femmes, notamment d'un point de vue politique. Il en est de même lorsque l'on pense au droit de vote, et notamment au mouvement des suffragettes. Ici, nous avons la photographie de Hubertine Auclair tenant une banderole, le suffrage des femmes, vers 1900. Cette photographie a été prise en France. Hubertine Auclair est née dans une famille bourgeoise républicaine. Elle est opposée au Second Empire et elle est surtout la première suffragette française, c'est-à-dire une femme qui réclame le droit de vote. Elle fonde le mouvement Le droit des femmes et crée le journal La Citoyenne en 1881. Elle milite également farouchement pour la révision du Code civil. Afin d'aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille très vivement d'aller voir ce point de repère sur les suffragettes. C'est une vidéo qui dure quand même 26 minutes, mais qui est très très bien faite. Je vous mets bien évidemment le lien en barre de description. Après avoir vu l'ensemble des éléments qui permettent à cette Troisième République de s'ancrer, de s'enraciner en France, nous allons voir que cette Troisième République est également contestée et consolidée entre 1885 et 1914. Et dans un premier temps, nous allons voir qu'il y a une montée des oppositions entre 1887 et 1894. Le général Boulanger, alors ministre de la guerre en 1886, jouit d'une grande popularité. En effet, sur fond de crise économique et sociale, le général Boulanger rassemble de nombreux mécontents du régime parlementaire.
des personnes allant de l'extrême gauche républicaine aux légitimistes et bonapartistes, en passant par la droite républicaine nationaliste. Boulanger est écarté du gouvernement en mai 1887. Les boulangistes remportent nettement quelques élections législatives partielles entre 1888 et 1889. Les partisans d'un régime autoritaire voient en lui l'homme providentiel, le nouveau Bonaparte. C'est ce qui est particulièrement visible sur cette caricature. En effet, cette une du journal Le Grelot, paru le 29 mai 1887, représente un portrait du général Boulanger, dont l'ombre laisse deviner un personnage en tricorne, suggérant largement Napoléon Bonaparte, avec la mention Boulanger, premier empereur. Certains républicains craignent notamment qu'il commette un coup d'État. On peut alors comprendre que le journal critique très largement les actes de Boulanger contre le régime républicain, puisque Boulanger a le pied littéralement sur Marianne à terre. Cette lithographie de Villemère-Gaston, publiée en 1884, est une chanson sur feuille volante dédiée au général Boulanger, où on l'appelle le général Revanche. En effet, les boulangistes exigent la revanche contre l'Allemagne. De plus, ils veulent la transformation de la République parlementaire par la dissolution de la Chambre des députés. Ils veulent également la révision de la Constitution dans un sens plus favorable au pouvoir exécutif, mais également l'élection d'une assemblée constituante. Mais les républicains font bloc, remportent les élections législatives d'octobre 1889 et le gouvernement contraint Boulanger à l'exil. La menace est passée. Le général Boulanger mettra fin à ses jours en se suicidant sur la tombe de sa maîtresse à Ixielles, près de Bruxelles. C'est la fin d'une péripétie qui a fait craindre un moment que la Troisième République ne soit renversée par un coup d'État. Cependant, la crise boulangiste n'est pas la seule contestation à la Troisième République. Il y a également des attentats anarchistes. Ce qu'on peut voir ici sur cette une du petit journal sont les attentats anarchistes du 9 décembre 1893. L'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe dans l'hémicycle pour protester contre l'exécution d'un autre anarchiste. Auguste Vaillant s'insurge également contre la misère sociale et la corruption parlementaire. Cet épisode est particulièrement connu puisque de la tribune du Palais Bourbon, le président de l'Assemblée, Charles Dupuy, lance dans le brouhaha ambiant « Messieurs, la séance continue ». Un instant plus tard, il ajoute avec l'emphase coutumière de l'époque « Il est de la dignité de la Chambre et de la République que de pareils attentats, d'où qu'ils viennent et dont d'ailleurs nous ne connaissons pas la cause, ne troublent pas le législateur ». Il est intéressant de noter que c'est à la suite de ces attentats anarchistes que se sont développées de nouvelles manières de travailler, notamment en criminologie. Le portrait parlé est une technique de signalement inventée par Alphonse Bertillon. Bertillon décomposa ainsi chaque partie du visage, permettant une reconnaissance beaucoup plus efficace. Par exemple, le nez était décrit par 6 caractéristiques différentes. La racine du nez, le dos, la base, la hauteur, la saillie et la largeur du nez. Ainsi, une fiche complète de description typologique comprenait une centaine d'annotations. Cependant, il est intéressant de noter que cette nouvelle méthode a rencontré de nombreuses difficultés. Malgré l'invention de codes spécifiques, il y a eu quand même une absence d'entente internationale concernant le choix du vocabulaire à utiliser. Enfin, l'usage de la méthode du portrait parlé déclina progressivement pendant l'entre-deux-guerres. Les attentats anarchistes ont également débloqué une forme de législation nouvelle pour l'époque. Entre 1893 et 1894, 3 lois dites lois scélérates sont sorties. Ces lois sont des lois liberticides qui entravent la liberté de la presse, mais également la liberté d'association. Nous pouvons rapprocher ces lois de l'état d'urgence qui a fait suite aux attentats de 2015. Nous allons maintenant aborder l'affaire qui cristallise véritablement à la fois cette république qui est contestée, mais qui est consolidée. L'affaire Dreyfus
se déroule entre 1894 et 1906. En septembre 1814, l'état-major français découvre un bordereau annonçant l'envoi de documents militaires en Allemagne. Les soupçons se portent sans preuve sur un jeune capitaine juif alsacien, Alfred Dreyfus. Le 22 décembre 1894, en s'appuyant sur les documents falsifiés, le Conseil de guerre condamne Dreyfus à la dégradation militaire et à la déportation sur l'île du Diable. Seule sa famille et quelques proches sont convaincus de son innocence. Ce dessin d'Henri Meyer a été publié par le Petit Journal illustré le 13 janvier 1895. Dans ses mémoires, Dreyfus relate la scène. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai en m'adressant aux troupes: Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. L'affaire Dreyfus révèle deux tendances politiques opposées, dreyfusards et anti-dreyfusards. Les premiers, au sein de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, militent pour la révision du procès au nom de la justice et de la vérité. Les seconds, avec la Ligue des patriotes, défendent la nation, l'honneur et la raison d'État. En somme, les dreyfusards sont les partisans de l'innocence de Dreyfus, alors que les anti-dreyfusards sont les partisans de la culpabilité de Dreyfus. La presse reflète particulièrement bien la lutte entre les deux camps. Cette célèbre caricature, en forme de binaire, montre un dîner de famille, organisé selon les règles de la civilité bourgeoise, au temps de la Troisième République. Dans la première vignette, tout est bien en place, et les rituels sont honorés sous la lampe. Mise élégante des convives, ordonnancement sage de la table, que surplombe le propos inquiet du maître de maison au moment où se déplient les serviettes. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Le second dessin dépeint quant à lui un désordre épouvantable. Les chaises sont renversées, il y a des pugilats furieux, la nappe à terre et même une fourchette plantée dans le derrière du petit chien. Avec ce simple commentaire, ils en ont parlé. L'affaire divise les Français. Alors que certains délivrent un message nationaliste et violemment antisémite, à l'opposé, des intellectuels s'engagent, comme Émile Zola, qui publie son article J'accuse dans l'Aurore en 1898. En mars 1896, Picquart, le nouveau chef des services de renseignement de l'état-major, découvrit l'identité du véritable traître, le commandant Esterhazy. Celui-ci, qui entretenait des relations suspectes avec l'Allemagne, était l'auteur du fameux bordereau, cette pièce à conviction qui avait entraîné la condamnation et la déportation d'un officier juif français, Alfred Dreyfus. Toutefois, l'état-major, soucieux de sauver l'honneur de l'armée française, préféra étouffer l'affaire en mutant Picquart et en créant de toutes pièces un document accablant Dreyfus. Devant cette iniquité, les partisans de la révision du procès Dreyfus se mobilisèrent pour émouvoir l'opinion publique en faveur du capitaine. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau et Vaughan l'année précédente, une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur « J'accuse », choisi par Clémenceau, s'étalait en gros caractères sur la page du titre du journal. Dans cette longue et dense plaidoirie qui occupe les 2 premières pages du journal sur 6 colonnes, Zola rappelle l'ensemble des circonstances de l'affaire. En juin 1899, lors d'un nouveau procès, Dreyfus est jugé coupable, mais gracié. Ce compromis ménage à la fois les institutions tout en rendant sa liberté à Dreyfus. Il est réhabilité en 1906. C'est cette réhabilitation que nous pouvons observer sur cette gravure d'Achille Beltrame. L'affaire Dreyfus a ainsi permis d'associer la République aux valeurs de justice, de raison, de droits de l'homme, de rejet du racisme et de l'antisémitisme. Afin d'aborder cette affaire d'une manière peut-être un petit peu différente de la mienne, je vous encourage à aller voir le carambolage d'Arte sur l'affaire Dreyfus qui est particulièrement bien fait. Je vous mettrai le lien en description. Je vous recommande également d'aller voir ce film « J'accuse » de Roman Polanski qui est sorti en 2019. Où l'affaire est racontée du point de vue du colonel Picquart, qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées de toutes pièces. À la suite de l'affaire Dreyfus, qui va particulièrement mettre à mal la Troisième République, celle-ci va réagir et réformer. Cette affiche de 1902 est une couverture de la revue La Lanterne, journal violemment anticlérical et républicain.
Pour l'auteur de cette affiche, le danger est clairement mis en évidence. L'homme d'église est littéralement singé sous les traits d'une chauve-souris qui couvre de son ombre menaçante la ville de Paris et empêche la ville lumière de revoir la clarté de l'astre solaire. C'est dans ce contexte que la loi de séparation des églises et de l'État va aboutir en 1905. Afin d'explorer ce moment de l'histoire, je vais vous demander de répondre aux questions 1, 2 et 3, pages 158-159 de votre manuel. N'oubliez pas de m'envoyer vos productions avant jeudi. Passez une belle journée, travaillez bien!